Depuis des décennies, l'automne est synonyme du même rituel dans les jardins à travers l'Amérique. L'été s'estompe, la récolte est finie, et ainsi, avec le changement de couleur des feuilles, nous faisons ce que nos parents nous ont appris et ce que leurs parents leur ont appris avant cela. Nous nous salissons les mains, nous saisissons ces plantes épuisées et nous tirons racines et tout. C'est satisfaisant, n'est-ce pas? Ce lit propre, ces rangées ordonnées, tout est prêt pour l'hiver, tout est préparé pour le printemps. C'est à cela que le jardinage est censé ressembler. C'est ce qu'on nous répète, encore et encore, depuis plus d'un siècle. Mais, et si je vous disais que chaque fois que vous faites cela, vous détruisez quelque chose qui a mis toute une saison de croissance à se construire? Quelque chose qui travaille discrètement sous la surface, en ce moment même dans votre jardin? 2000 de filaments fongiques, c'est ce qui vit dans seulement un pied cube de sol de jardin sain. Pas des réseaux séparés, pas des systèmes concurrents, mais une seule toile intégrée, connectée, communicante, vivante d'une manière que nous commençons seulement maintenant à vraiment comprendre. Lorsque des chercheurs ont testé le sol là où les racines étaient laissées en place, au lieu d'être arrachées, ils ont découvert quelque chose de saisissant, quelque chose qui remet en question tout ce qu'on nous a enseigné sur l'entretien approprié du jardin. Les niveaux d'azote étaient 300% plus élevés. 300%. Pas 30, pas 100, 300. Pour plus d'un siècle, on nous a dit que des plates-bandes propres prévenaient les maladies. On nous a convaincus que l'arrachage de chaque racine, de chaque tige, de chaque fragment est la voie vers un jardin sain. C'est devenu si ancré dans notre culture, si imprégné dans notre façon de concevoir le jardinage, que le remettre en question semble presque mal. Mais et si cette sagesse conventionnelle était erronée? Et si les jardins que nous nous efforçons tant de garder propres étaient en réalité ceux que nous sommes en train de tuer? C'est l'histoire de ce qui se passe sous nos pieds, de réseaux qui relient chaque plante de votre jardin, d'explosions d'azote qui pourraient transformer votre sol, et d'un changement simple, une petite décision chaque automne, qui pourrait changer à jamais votre façon de jardiner. Laissez-moi vous brosser un tableau. Nous sommes à la fin du printemps, et vous venez de planter un plant de tomates dans votre plate-bande. Il est petit, vulnérable, juste quelques centimètres de croissance hors sol, des feuilles vertes fragiles s'abreuvant de la lumière du soleil. Mais ce qui se passe sous la ligne du sol est le point de départ de la véritable transformation. À mesure que votre plant de tomates grandit tout au long de l'été, ses racines s'étendent plus profondément et plus largement à travers le sol. Et en quelques jours, pas des semaines, mais des jours, quelque chose de remarquable se produit. Des filaments fongiques commencent à coloniser ses racines. Ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des envahisseurs. Il s'agit d'un partenariat qui remonte à des centaines de millions d'années. Une relation si fondamentale pour la survie des plantes qu'elle est antérieure à l'existence même des plantes à fleurs. Nous appelons cette relation la symbiose mycorhizienne. Et si vous avez déjà jardiné, si vous avez déjà fait pousser une seule plante dans un sol vivant et sain, vous en avez été témoin sans même savoir qu'elle était là. Voici comment cela fonctionne. Les filaments fongiques, que nous appelons hyphes, sont d'une petitesse inconcevable, plus fins que la largeur d'un cheveu humain. Pourtant, ils se propagent à travers le sol avec une efficacité extraordinaire, créant des réseaux qui s'étendent bien au-delà de ce que les racines de la plante seule pourraient jamais atteindre. Un seul filament fongique peut s'étendre sur des centaines de pieds de sol. Et voici la partie cruciale. Ce champignon est connecté à plusieurs plantes. Votre tomate est connectée à votre plant de poivron. Votre poivron est connecté à votre basilic. Votre basilic est tissé dans le même réseau que votre laitue et vos haricots. 90% des plantes que vous faites pousser dans votre jardin
90%, sont connectés par ces réseaux fongiques. Nous n'avons découvert cette complexité que récemment. Pendant la majeure partie de l'histoire du jardinage, nous ne pouvions pas la voir. Nous n'avions pas la technologie, donc nous ne savions pas qu'elle était là. Mais maintenant nous savons. Et ce que nous apprenons change tout. Ces réseaux fongiques fonctionnent comme quelque chose que nous commençons seulement à comprendre dans toute sa complexité. Un système de communication, un réseau de transport, un Internet souterrain qui relie chaque plante de votre jardin en un système vivant et respirant. Lorsqu'une plante a un excédent de nutriments à un endroit, le champignon les transporte vers une autre plante qui en a besoin. En cas de stress dû à la sécheresse dans une zone de votre jardin, le champignon achemine l'eau d'un sol plus profond et plus humide vers les racines assoiffées. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas de la simple plomberie. C'est une distribution intelligente. C'est la vie qui résout des problèmes. Le champignon fournit à la plante de l'eau et des nutriments. Phosphore, potassium, oligo-éléments qui seraient autrement emprisonnés, inaccessibles aux racines propres de la plante. Des éléments qui resteraient inaccessibles, même au système racinaire le plus étendu. Et en retour, la plante nourrit le champignon avec quelque chose que celui-ci ne peut obtenir par lui-même. Des sucres, des glucides, les produits directs de la photosynthèse. Voici ce qui me sidère à ce sujet, et je veux que vous preniez vraiment le temps de réfléchir à ce chiffre. Quand votre plant de tomates se prélasse au soleil d'été, qu'il fait sa photosynthèse, convertissant l'énergie lumineuse en énergie chimique, jusqu'à 40%, 40% de ces sucres qu'il produit ne servent pas à faire pousser de plus grandes feuilles ou à produire des fruits. Au lieu de cela, ils sont pompés directement dans le sol. 40%. Imaginez si vous travailliez toute la journée au soleil et que vous donniez ensuite 40% de votre salaire à quelqu'un d'autre à la fin de chaque journée, sans poser de questions, sans hésiter, simplement parce que la relation l'exigeait. Nous appelons ces substances des exsudates racinaires, et elles sont la monnaie de l'économie souterraine. Ces exsudats nourrissent non seulement les champignons mycorhiziens, mais aussi des milliers et des milliers de bactéries, de nématodes, de protozoaires et d'autres micro-organismes que nous sommes encore en train de répertorier, de découvrir. Votre sol vivant n'est pas seulement du sol, c'est un biome. C'est plus complexe qu'une forêt tropicale. C'est plus diversifié qu'un récif corallien et tout est connecté, absolument tout, par ces réseaux fongiques. Tout au long de la saison de croissance, ce réseau se développe, s'approfondit, s'étend. Chaque semaine, de nouveaux filaments fongiques s'enfoncent davantage dans le sol. Chaque mois, de nouvelles connexions se forment entre les plantes. Au moment où vous récoltez vos tomates à la fin de l'été, au moment où l'automne arrive et que vous regardez vos plates-bandes, ce réseau mycorhizien s'est construit pendant 4, 5, 6 mois. Il est intégré, il est établi, il est devenu le fondement d'un écosystème de sols florissants. Et puis, à l'automne, il se passe quelque chose à quoi nous pensons rarement, quelque chose que nous faisons si automatiquement, si machinalement, que nous ne prenons pas le temps d'en considérer les conséquences. La plupart des jardiniers arrachent. En un seul instant, dans un mouvement violent, nous détruisons toute la structure qui a mis des mois à se construire. Les racines se déchirent. Les filaments fongiques se brisent. Les délicats réseaux d'ifs qui reliaient votre tomate à votre basilic et à vos poivrons, tout cela est rompu. Et ce n'est que ce que nous pouvons voir ou imaginer. Ce que nous ne voyons pas, c'est la cascade de conséquences qui s'ensuit. Lorsque des chercheurs ont comparé des jardins où les racines étaient arrachées à des jardins où les plantes étaient simplement coupées au niveau du sol, la tige retirée, la racine laissée intacte, ils ont découvert quelque chose de choquant. Les jardins où les racines avaient été arrachées présentaient une diminution de 73% de la diversité fongique par rapport aux jardins coupés.
73% en une seule saison. Cela signifie que lorsque vous arrachez cette plante, vous ne retirez pas seulement la structure visible hors sol, vous perturbez un écosystème invisible qui a mis des mois à s'établir. Vous tuez les architectes de la santé du sol. Vous rompez les connexions entre vos plantes. Et cela se produit chaque automne, année après année, saison après saison. Pensez à ce qui arrive à un jardin géré de manière conventionnelle sur 5 ans. Année 1. Vous arrachez vos plantes, détruisez le réseau. Les champignons commencent à s'en remettre, à se reconstruire. Année 2. Vous arrachez à nouveau vos plantes, perturbez à nouveau. Année 3, 4, 5. Encore et encore. Nous empêchons l'établissement des réseaux mêmes qui transformeraient notre sol. Est-il étonnant que tant de jardiniers disent que leur sol se dégrade chaque année? Qu'ils doivent continuer à ajouter plus de compost, plus d'amendements, plus d'intrants externes juste pour maintenir la productivité? Ils ne gèrent pas seulement des plantes, ils gèrent la dégradation de l'infrastructure de leur propre sol. Mais voici la partie profonde. Voici pourquoi cela compte tant pour des gens comme vous, des gens qui se soucient du jardinage, qui ont investi des années, voire des décennies, dans la construction de la qualité du sol. Ce réseau mycorhizien ne se contente pas de déplacer des nutriments. Ce n'est pas seulement un système de plomberie, c'est aussi un système de communication. Grâce à la signalisation chimique, grâce à l'échange de composés que nous essayons encore de comprendre pleinement, les plantes se parlent littéralement par l'intermédiaire de leurs partenaires fongiques. Lorsqu'une plante subit un stress, lorsqu'elle est attaquée par un insecte ravageur, par exemple, elle envoie des signaux chimiques dans le sol. Le champignon capte ces signaux et les communique aux plantes voisines, qui commencent immédiatement à produire des composés défensifs, des protections chimiques qu'elles libèrent avant même que le ravageur ne les atteigne. Ce n'est pas métaphorique, ce n'est pas mystique, c'est de la science documentée, publiée dans des revues à comité de lecture, observée et mesurée par des botanistes et des écologistes du sol à travers le monde. Les plantes de votre jardin se parlent, elles partagent des informations, elles se protègent les unes les autres, et elles le font via des réseaux que nous ne cessons d'arracher du sol. Réfléchissez un instant aux implications de tout cela. Votre basilic avertit votre tomate de l'arrivée de ravageurs. Votre poivron partage du phosphore avec votre laitue. Vos haricots enrichissent le sol pour tout ce qui les entoure. Votre jardin tout entier fonctionne comme un organisme unifié et non comme une collection de plantes individuelles. Et nous avons mis cet organisme en pièces, saison après saison, pour nous demander ensuite pourquoi nous devons travailler si dur pour que nos jardins restent productifs. Lorsque vous laissez les racines dans le sol, lorsque vous laissez ces réseaux intacts, vous ne préservez pas seulement la diversité fongique. Vous maintenez un système de communication. Vous maintenez en vie l'infrastructure qui rendra votre jardin plus résilient, plus productif et plus vivant. Vous choisissez de travailler avec l'intelligence naturelle de votre jardin plutôt que contre elle. Parlons maintenant de quelque chose que chaque jardinier comprend. Quelque chose qui tient à cœur à quiconque cultive de la nourriture. L'azote. C'est le nutriment qui fait que vos plantes deviennent grandes, vertes et productives. C'est ce qui transforme un semis chétif en une plante robuste, chargée de fruits. C'est le nutriment limitant dans la plupart des jardins, celui qui vient typiquement à manquer, qui limite la croissance, qui force les jardiniers à prendre des décisions difficiles sur quoi fertiliser et quand. Pendant des décennies, j'ai regardé mes parents travailler dans leur jardin. Je les ai vus s'inquiéter pour l'azote. Je les ai vus dépenser de l'argent en engrais année après année, essayant de forcer leur sol à produire plus. Et j'ai vu leur sol, au fil du temps, devenir plus dépendant de ces intrants externes, plus appauvri, plus épuisé. L'azote, c'est la vie au jardin, et la plupart des jardiniers en manquent chroniquement. Or,
Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. L'azote est en réalité incroyablement abondant. Il constitue environ 78% de l'air que nous respirons. Il y a littéralement des milliers de tonnes d'azote flottant au-dessus de votre tête en ce moment. Mais les plantes ne peuvent pas y accéder directement depuis l'air. Elles ne peuvent utiliser que l'azote qui se trouve dans le sol, sous des formes qu'elles peuvent absorber par leurs racines. Pendant des siècles, la seule façon d'apporter des quantités significatives d'azote dans votre jardin était de cultiver des légumineuses, haricots, pois, trèfles, car elles entretiennent une relation spéciale avec des bactéries capables de convertir l'azote atmosphérique en une forme utilisable par les plantes, ou d'ajouter du fumier, ou de laisser le sol se reposer et se régénérer. Et puis, il y a 100 ans, nous avons compris comment synthétiser les engrais azotés. Et cela a changé l'agriculture à jamais. Nous pouvions désormais produire plus de nourriture par acre que jamais auparavant. Nous pouvions cultiver la même culture au même endroit année après année. Nous n'avions plus à nous soucier de la limitation en azote. Sauf que si, car tout ce que nous apportons de manière synthétique doit être continuellement renouvelé. Les engrais azotés chimiques sont solubles dans l'eau, ils sont emportés par le lessivage, ils s'infiltrent à travers le sol, ils sont perdus. Et ainsi, le cycle continue. Appliquer de l'engrais, le regarder agir pendant un certain temps, voir la productivité décliner, appliquer plus d'engrais. Nous sommes sur un tapis roulant et il avance de plus en plus vite. Mais il existe une autre source d'azote qui se trouve dans votre sol depuis le début, juste sous la surface. Et elle est infiniment renouvelable tant que vous travaillez avec elle plutôt que contre elle. Chaque racine qui meurt et se décompose dans le sol est une source d'azote, une source concentrée, car les racines sont faites de protéines et les protéines sont faites d'acides aminés, et chaque acide aminé contient de l'azote. Pensez-y. Lorsque vous récoltez un plant de tomates en automne, cette plante a accumulé de la biomasse tout au long de l'été. Elle possède des racines qui s'étendent parfois à 2 pieds de profondeur, parfois 3 pieds, des racines avec des milliers de poils absorbants, des racines avec des microbes et des champignons vivant en symbiose avec elle. Toute cette biomasse est pleine d'azote, pleine de potentiel. Lorsque vous arrachez cette plante, vous retirez cet azote de votre jardin. Une partie finit dans un tas. Elle se décompose, et en se décomposant hors sol, exposée à l'air et aux intempéries, une grande partie de l'azote est perdue dans l'atmosphère sous forme de gaz. Une autre partie s'écoule dans le système d'eau, une autre se volatilise. C'est fini, retiré de votre système de jardin. Mais, et si ces racines restaient en place? Lorsque vous coupez une plante au niveau du sol et laissez les racines en terre, quelque chose de totalement différent se produit. Les racines commencent à se décomposer dans l'environnement pauvre en oxygène du sol. L'azote de ces protéines est converti en forme que les micro-organismes du sol peuvent utiliser. Et voici la partie cruciale. Une grande partie de cet azote reste dans la zone racinaire, exactement là où il sera disponible pour la prochaine génération de plantes que vous ferez pousser. Des recherches toujours en cours, des recherches qui commencent tout juste à attirer l'attention qu'elles méritent, montrent que lorsque les racines sont laissées en place, environ 85% de l'azote reste dans le profil du sol. Lorsque les racines sont arrachées, la majeure partie est perdue. 85%. Ce n'est pas une différence marginale. C'est un changement fondamental dans le fonctionnement de votre sol. Pensez au calcul. Pensez à l'accumulation au fil du temps. Un plant de tomates mature peut avoir 30 grammes de biomasse racinaire. Un plant de poivron, 35 grammes. Un plant de basilic, 20 grammes. Un plant de haricots, 40 grammes. Si vous cultivez un jardin diversifié, vous pourriez avoir 50, 100, voire 200 plantes en une saison. Tout cela, c'est de l'azote. Tout cela est un potentiel pour la saison suivante.
Si vous arrachez tout, vous retirez des centaines de grammes d'azote de votre système de jardin chaque année et vous devez les remplacer par du compost, par de l'engrais, par des intrants extérieurs. Vous dépensez de l'argent, vous fournissez du travail, vous maintenez un système de soutien artificiel. Mais si vous laissez les racines en place, si vous les laissez se décomposer lentement dans le sol, si vous travaillez avec les réseaux mycorhiziens au lieu d'aller contre eux, vous maintenez ce cycle de l'azote au sein de votre propre système de jardin. La différence au fil du temps est phénoménale. Sur 3, 4, 5 ans, la différence devient spectaculaire, indéniable, visible à l'œil nu. Dans une étude, les jardiniers qui sont passés de l'arrachage des racines au maintien en place ont vu les niveaux d'azote organique augmenter de 280% sur une période de 3 ans. Pas 30%, pas 80%, 280%. Et le phosphore disponible, un autre nutriment essentiel, a augmenté de 150%. Le potassium a augmenté. Les oligoéléments sont devenus plus abondants. Le sol ne recevait pas seulement plus d'azote, il devenait plus fertile sur tout le spectre de la nutrition végétale. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce à quoi cela ressemble avec le temps. Année 1. Vous faites le changement. Vous coupez au lieu d'arracher. Vous laissez les racines en place. La plate-bande où les racines ont été laissées est déjà nettement plus sombre, visiblement plus souple, avec des turicules de verre de terre visibles à la surface. La plate-bande où les racines ont été arrachées est plus claire, plus compacte. Le contraste est subtil, mais il est là. Vous savez que quelque chose a changé. Année 2. La différence s'amplifie. La plate-bande où les racines sont restées est nettement plus sombre. La teneur en matière organique est visiblement plus élevée. La structure est plus souple, presque grumeleuse. Les vers de terre sont abondants. Quand vous creusez, le sol s'enfonce facilement, presque avec bienveillance. La plate-bande où les racines ont été arrachées est toujours plus claire, plus compacte. Elle demande plus d'efforts pour être travaillée. La population de vers de terre est plus faible. Il y a moins de vie visible. Année 3. La transformation est impossible à ignorer. La plate-bande avec les racines laissées en place est spectaculairement plus sombre. Elle a un aspect riche. Quand vous creusez, vous êtes récompensé par un sol épais, noir et vivant. Il y a des turicules partout. Les réseaux fongiques sont visibles. Du mycélium blanc s'immisçant dans le sol, colonisant les fragments de racines restants. Le sol sent la vie. La plate-bande où les racines ont été arrachées est visiblement appauvrie en comparaison. Elle est plus claire, elle est compacte. Elle nécessite des amendements, du compost, des intrants externes pour maintenir sa productivité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est l'accumulation de l'azote, la récupération de la structure du sol, le retour des organismes qui bâtissent la santé du sol. Et voici une autre chose qui se produit. Lorsque les racines se décomposent sur place, elles créent des canaux, des conduits, des passages à travers le sol qui guideront l'eau, l'air et les nouvelles racines pour les années à venir. Lorsque vous arrachez une racine et la retirez, l'espace qu'elle occupait s'effondre, le sol se compacte. Mais quand vous la laissez se décomposer lentement, elle crée un réseau permanent d'amélioration de la structure de votre sol. Les nouvelles racines trouvent ces passages plus faciles à pénétrer. L'eau y circule plus aisément. L'oxygène atteint des profondeurs plus grandes dans le sol. Les vers de terre y creusent leurs galeries, aérant davantage le sol, améliorant encore le drainage et la structure. Année après année, ces passages s'accumulent. Le sol devient de plus en plus poreux, de plus en plus vivant, de plus en plus capable de soutenir une croissance saine des plantes. C'est pourquoi les jardiniers qui pratiquent ce que nous appelons le non-labour ou les plates-bandes permanentes rapportent des améliorations aussi spectaculaires de la qualité du sol. Ils ne se contentent pas de laisser les racines en place. Ils ne font pas que composter par-dessus.
Ils permettent à tout un écosystème de se développer au sein de leur planche. Ils construisent, année après année, un système de sol de plus en plus sophistiqué et vivant. Et l'azote n'est qu'un début. Il existe une technique qui attire de plus en plus l'attention des agriculteurs et des praticiens de l'agriculture régénératrice. On l'appelle le pincement et le roulage. Et cela représente un changement fondamental dans notre façon de concevoir la fertilité du sol. Au lieu de labourer le sol à la fin de la saison, ce qui est, soit dit en passant, l'une des choses les plus destructrices que vous puissiez faire à une culture de couverture en pleine croissance, à tout le travail que la plante et le sol ont accompli ensemble. Vous aplatissez simplement les plantes de couverture et les laissez à la surface. Vous les roulez, vous les pincez. Les plantes sont mortes, la croissance s'arrête, mais les racines, la vaste majorité du système racinaire, restent dans le sol. Et ce système racinaire, en se décomposant sur place, libère de l'azote, nourrit la biologie du sol, crée des canaux, bâtit les fondations de la prochaine culture. Les agriculteurs, utilisant cette méthode, rapportent qu'ils peuvent éliminer entièrement les apports d'engrais azotés. Ils tirent leur azote des systèmes racinaires en décomposition de leur culture de couverture et des plantes de la saison précédente. Ils ont rompu le cycle de dépendance. Ils sont libres. La différence est spectaculaire et la quantité de travail requise est considérablement réduite. Pourquoi chaque jardinier ne fait-il pas cela? Pourquoi n'est-ce pas la pratique standard enseignée dans chaque guide de jardinage, recommandée par chaque service de vulgarisation? En partie, c'est l'habitude. On nous dit depuis si longtemps que l'arrachage est la bonne chose à faire que cela semble mal de faire autrement. En partie, c'est parce que nous ne pouvons pas le voir se produire. L'explosion d'azote se produit dans le sol là où nous ne pouvons pas l'observer. Cela ne procure pas la satisfaction visuelle immédiate d'une plate-bande propre et rangée. Mais il y a une autre raison, et il est important de l'aborder directement. C'est là que la sagesse conventionnelle sur les jardins propres marque un point réel. Et je veux être absolument clair à ce sujet car c'est important. Si votre plant de tomates est mort du mildiou, si votre poivron a eu une infection fongique, si votre basilic a été dévasté par le pourrissement des racines, alors oui, absolument, vous devriez arracher la plante entière. Vous devriez la retirer du jardin. Vous devriez la composter à chaud ou vous en débarrasser entièrement ou l'enterrer loin de vos planches de culture principale. Laisser des racines malades dans le sol, c'est comme laisser une bombe à retardement dans votre plate-bande. L'agent pathogène passera l'hiver dans ses racines. Il émergera au printemps avec une vigueur renouvelée. Il attaquera vos nouvelles plantes avant même qu'elles n'aient eu la chance de s'établir. Vous passerez toute la saison à combattre la même maladie. Dans ce cas, la sagesse conventionnelle sur les planches propres a un point réel. L'assainissement est critique. Vous devez éliminer la source de la maladie. Mais, et c'est crucial, si votre plante était saine, si elle ne présentait pas de signes de maladie, si elle a simplement terminé sa saison productive et que vous êtes prêt à planter quelque chose de nouveau, alors laisser ses racines en place est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre pour la santé à long terme de votre sol. La technique est simple, elle est élégante et elle ne nécessite presque aucun équipement spécial. Voici ce que vous faites. Lorsque vous avez fini de récolter une plante, qu'elle a cessé de produire, que la saison touche à sa fin, que vous êtes prêt à nettoyer la planche pour quelque chose de nouveau, au lieu d'arracher la plante, vous prenez un outil tranchant. Un sécateur fonctionne bien. Un couteau bien aiguisé aussi, même une machette si vous avez affaire à des tiges très épaisses. Vous coupez la plante juste au niveau du sol, là où la tige rencontre la terre. Vous faites une coupe nette et décisive. La partie aérienne, la tige, les feuilles, les branches, tout cela s'en va. Mais les racines restent.
Ce qu'il vous reste, c'est juste le collet, la base de la plante, le début du système racinaire, enterré entre un quart de pouce et un demi-pouce sous la surface du sol. C'est tout. Le reste du système racinaire est intact. Il demeure dans le sol, il reste connecté au réseau mycorhizien, il reste une source de fertilité pour la saison prochaine. Maintenant, pour quelle plante cette technique est-elle la plus appropriée? Tomates, poivrons, aubergines, ce sont vos principaux candidats. Ces plantes ont des systèmes racinaires substantiels qui ont grandi toute la saison. Ces racines s'étendent profondément. Elles sont connectées à ce réseau mycorhizien dont nous avons parlé. Elles sont pleines d'azote. Elles sont exactement le genre de plantes qui bénéficient le plus de la méthode couper et laisser. Les légumineuses, haricots et pois sont également d'excellentes candidates. Leurs racines sont colonisées par des bactéries fixatrices d'azote. Les laisser en place signifie que la saison prochaine, ce sol aura plus d'azote disponible simplement en vertu de l'activité biologique autour de ces racines de légumineuses en décomposition. Les brassicacées, brocolis, choux, choux frisés, choux de Bruxelles ont des racines pivotantes profondes qui créent d'excellents canaux dans le sol. Laissez-les en place et vous améliorez de façon permanente la structure de votre sol. Même certains légumes-feuilles bénéficient de cette méthode, bien que leur système racinaire soit plus petit et l'impact moins spectaculaire. Mais voici aussi ce qui arrive, et c'est quelque chose qui commence à attirer davantage l'attention dans les cercles de jardinage. Certaines plantes vivaces, certaines plantes ayant des tissus de collets persistants peuvent en fait repousser à partir de ces racines laissées en place. C'est particulièrement vrai pour certaines cultures vivaces comme les asperges et les artichauts, qui sont des vivaces évidentes. Mais c'est aussi vrai pour certaines plantes que nous traitons habituellement comme des annuelles. Dans les climats plus chauds ou avec certaines variétés particulières, des racines de tomates laissées en place pourraient repartir au printemps. Les racines de basilic repoussent parfois. Même certaines variétés de poivrons produiront de nouvelles pousses si vous laissez la racine intacte et que l'hiver n'est pas trop rigoureux. Maintenant, vous pourriez penser que c'est un problème. Vous pourriez penser que vous voulez un nouveau départ propre. Mais en fait, de nombreux jardiniers y voient un avantage. Si votre plant de tomates était sain, productif et vigoureux, le voir revenir la saison suivante à partir de racines ayant repoussé signifie que vous avez une longueur d'avance. Vous obtenez une plante déjà établie, qui n'a pas besoin de développer un nouveau système racinaire, qui peut passer directement à la floraison et à la fructification avec moins d'efforts. La récolte de début de saison d'une plante ayant repoussé est souvent considérablement plus abondante que celle d'un semis repiqué. Vous obtenez des fruits des semaines plus tôt. Vous obtenez une production totale plus importante dans le même espace. Bien sûr, si vous pratiquez la rotation des cultures, et vous devriez le faire, vous ne voudrez peut-être pas que la même espèce revienne dans cette planche. Vous prévoyez peut-être de faire pousser des poivrons là où se trouvaient les tomates, ou des haricots là où se trouvaient les poivrons. Dans ce cas, la repousse est moins pertinente, mais vous bénéficiez toujours de tous les avantages dont nous avons discuté. L'azote, la préservation du réseau mycorhizien, l'amélioration de la structure du sol. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble réellement la différence. Imaginez deux planches de jardin avec un sol identique au départ, des conditions de culture identiques. L'une gérée de manière conventionnelle, l'autre gérée en utilisant la méthode couper et laisser. Dans la planche gérée de manière conventionnelle, le jardinier arrache chaque plante à la fin de la saison. Les racines sortent, le sol est laissé quelque peu perturbé. Ensuite, peut-être qu'une culture de couverture est plantée, ou peut-être que la planche est laissée nue pendant l'hiver. Dans les deux cas, la surface du sol peut être compactée par le passage des pieds ou recouverte d'un paillis qui ne s'est pas complètement intégré pendant l'hiver. Que se passe-t-il? Le sol reste exposé, la structure se dégrade,
les cycles de gel et de dégel le comprimant, la pluie le tasse. Au printemps, il est nettement plus ferme, nettement plus compact. Quand vous creusez, cela demande un effort. La couleur est plus claire, la texture est plus dure. La population de vers de terre est faible. Il y a un minimum d'activité biologique visible. Dans la planche, coupée et laissée, le jardinier coupe toutes les plantes au niveau du sol. Les racines restent en terre. La partie aérienne, peut-être est-elle compostée, peut-être est-elle broyée pour servir de paillis et placée sur la surface du sol comme protection et intégrée progressivement, peut-être est-elle simplement laissée à se décomposer sur place. Quoi qu'il en soit, le sol reste non perturbé pendant l'hiver. Que se passe-t-il? Les racines commencent à se décomposer. Les champignons les colonisent. Les bactéries dégradent la matière organique. Les vers de terre creusent des tunnels. La surface du sol est protégée par la matière organique en décomposition. Elle est isolée des intempéries les plus rudes. Au printemps, la différence est visible à l'œil nu. La planche est nettement plus sombre, beaucoup plus sombre en fait, parce que la teneur en matière organique est plus élevée. La structure est plus souple, plus grumeleuse. Quand vous creusez, la pelle s'enfonce plus facilement. Le sol est plus léger à retourner. Il semble plus vivant. Et si vous regardez de près, vous verrez des turicules, des preuves de la présence de vers de terre, beaucoup d'entre elles, parce que les racines laissées dans le sol nourrissent les organismes du sol. Elles fournissent une source de nourriture. Elles créent un habitat. Les populations de vers de terre dans les planches coupées et laissées sont généralement beaucoup plus élevées que dans les planches gérées de manière conventionnelle. On parle de 2, 3, parfois 4 fois plus de vers de terre. C'est à cela que ressemble la régénération. Rien de spectaculaire, rien de soudain, juste une augmentation graduelle et constante de la vie, de la structure, de la fertilité. Un sol qui devient plus vivant d'année en année au lieu de s'appauvrir et de s'épuiser.